Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV, je suis Cyril Restier et je vais évoquer avec vous aujourd'hui le sujet de l'acquisition d'un bien immobilier lorsque je suis en concubinage, c'est-à-dire non marié et non pacsé. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous achetez un bien à deux, vous remboursez le crédit à deux, vous construisez votre vie à deux, mais est-ce que vous savez que juridiquement, vous êtes seul? Et ça, la plupart des couples ne le réalisent qu'au pire moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très concrète, une situation qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi acheter en concubinage peut devenir un piège et comment l'éviter intelligemment. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les 3 stratégies essentielles pour protéger votre partenaire. Prenons le cas de Julie et Thomas. Ils vivent ensemble depuis plusieurs années, pas mariés, pas pacsés, juste en concubinage. Ils décident d'acheter leur résidence principale, prix du bien 360 000 €, apport total 60 000 €, crédit 300 000 € sur 25 ans. Ils achètent en indivision à 50-50. Classique, simple, rapide. Sur le papier, tout est équilibré. Sauf qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas anticipée. Que se passerait-il si l'un des deux disparaissait ? Eh bien, quelques années plus tard, Thomas décède brutalement. Et là, au-delà du drame familial, tout change. Julie pense naturellement qu'elle va récupérer la maison. Après tout, ils vivaient ensemble, ils ont acheté ensemble. Mais juridiquement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, Julie n'est pas héritière. La part de Thomas, c'est 50%, revient à sa famille. J'entends par là à la famille de Thomas. En clair, ses parents ou ses frères et sœurs. Et Julie se retrouve donc en indivision avec des personnes avec qui elle n'a jamais choisi d'investir. Et ça, c'est mal. Et c'est un vrai choc pour Julie. À partir de là, l'aspect juridique et civil prend le pas et plusieurs scénarios sont possibles. Premier cas, la famille veut récupérer l'argent. Il demande donc à Julie de vendre le bien. Et ça, ce n'est pas le plan de Julie car Julie aimerait rester dans le bien. Mais pour ça, elle doit racheter la part de Thomas, montant environ 180 000 € au moment du décès. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas cette somme. Néanmoins, en parallèle, elle doit continuer à assumer le crédit. Résultat, le bien est vendu, Julie perd son logement, elle récupère certes une partie de l'argent, mais pas suffisamment pour s'offrir un logement équivalent. Et ce scénario est une réalité très fréquente. L'erreur ici est simple, pensez que vivre ensemble crée des droits. En France, retenez que le concubinage ne protège absolument pas en cas de décès. Aucun droit automatique, aucune transmission, aucune sécurité. Et même pire, si vous essayez de transmettre via un testament, les droits de succession peuvent monter jusqu'à 60% et obliger à se défaire de tout ou partie du patrimoine transmis pour financer ces droits. Donc, même avec de bonnes intentions, la fiscalité peut tout bloquer. En fait, beaucoup de couples pensent être protégés. Par exemple, on entend souvent « on a une assurance emprunteur, donc ça va ». Eh bien, c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'assurance emprunteur rembourse le crédit, elle protège la banque, mais elle ne règle pas la question de la propriété. Vous pouvez vous retrouver avec un bien payé, mais dont vous ne possédez qu'une partie, et donc toujours en indivision avec la famille du défunt. Et dans ce cas, autant dire qu'il est préférable de bien s'entendre avec elle, sachant que les héritiers de Thomas peuvent être dans le besoin ou encore vivre à l'étranger, ou pire, peut-être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de bonnes raisons pour que les héritiers souhaitent récupérer l'argent qui leur revient, quitte à ne pas prendre en compte les incidences pour Julie. Heureusement, il existe des solutions, et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, et c'est la base, sachez qu'avec un simple PACS, vous pouvez transmettre sans droit de succession. Mais attention, le PACS à lui seul ne suffit pas. Il faut ajouter un testament pour organiser la transmission et pouvoir flécher la transmission vers telle ou telle personne. C'est simple à mettre en place et l'impact est énorme. Un autre outil est clairement l'assurance vie. C'est d'ailleurs probablement l'outil le plus puissant. Pourquoi ? Parce que, pour faire simple, l'assurance vie sort de la succession.
Concrètement, si Thomas avait placé 160 000 € sur une assurance vie au fil de l'eau, en inscrivant Julie bénéficiaire de son contrat, avec un effet marché favorable, elle aurait eu les liquidités pour racheter la part de Thomas et conserver le logement. Cela sans passer par la trajectoire succession classique avec le notaire, etc. D'autre part, une assurance emprunteur bien calibrée aurait été également une bonne idée. Bien calibrée en portant une attention particulière à la quotité. En effet, beaucoup de couples sont assurés à 50-50, mais dans certains cas, il peut être pertinent d'être à 100% sur chaque tête. Pourquoi ? Parce que si l'un décède, le crédit est totalement remboursé, ce qui allège énormément la situation du survivant. Enfin, outre ces stratégies, une acquisition via une SCI aurait pu être une bonne idée, même s'il s'agit d'une résidence principale, et aurait permis d'établir au moment de l'acquisition les premières règles du jeu, avec des statuts bien faits et des catégories de parts, par exemple. La SCI est propriétaire et chaque associé détient ses propres parts. En cas de transmission, suite à un décès, le pouvoir juridique et financier des héritiers aurait effectivement pu être amoindri grâce à cette stratégie. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que aucun outil seul ne suffit, car c'est la combinaison des outils qui protègent vraiment. Pax, testament, assurance vie, assurance emprunteur, pourquoi pas SCI. C'est une approche de la situation à 360 degrés qui fera la différence en cas de problème. Alors, si vous êtes en couple aujourd'hui, posez-vous ces 3 questions. 1. Qui récupère ma part si je décède ? 2. Mon partenaire peut-il financièrement rester dans le bien ? 3. Ai-je prévu des liquidités pour sécuriser la situation ? Si vous ne pouvez pas répondre clairement à ces questions, alors votre situation n'est pas sécurisée. En conclusion, acheter en concubinage, ce n'est pas risqué en soi. Mais ne rien prévoir, ça l'est énormément. Parce que le problème n'arrive jamais quand tout va bien, il arrive quand on ne s'y attend pas. Et à ce moment-là, il est trop tard pour corriger. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette situation ? Et surtout, est-ce que vous pensez être bien protégé aujourd'hui ? Si vous voulez d'autres cas concrets comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque mois, je vous aide à éviter les erreurs qui coûtent cher. Pensez également à vous abonner à QuickFi, notre newsletter quotidienne sur les marchés financiers, et à la Centaure News qui reprend nos meilleurs articles tous les mois. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur BFM Business où vous trouverez ma dernière intervention en replay dans laquelle nous traitions de démographie à l'occasion de la sortie du livre de Thibaut Prébet, Démographie, la bombe tranquille. Voilà les amis, à très bientôt. Ciao, ciao! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.